Vous vous souvenez la dernière fois que j'avais acheté une nouvelle petite merguez bien épicée, assaisonnée à la rouille et qui nous avait sorti des compressions aussi puissantes qu'un pet de chaton? Eh ben c'est l'heure de voir si on peut y faire quelque chose. Et pour répondre à de nombreux commentaires à ce sujet, non, je me suis pas pété le dos par plaisir, c'est que j'avais pas le choix. Il y a un problème géométrique à utiliser une chèvre et un banc moteur ensemble. Ouais, pour une fois, je vais utiliser ça, je crois. En fait, je l'avais même déjà, mais je sais pas ce que j'en ai fait, puisque quand j'avais une 33, il y a bien longtemps, c'était ma deuxième voiture, j'avais la revue, alors je sais plus comment je l'avais eu, est-ce que je l'avais acheté ou est-ce que je l'avais eu avec la voiture, j'en sais rien, si ça se peut, je l'ai donné avec la voiture d'ailleurs. Bref, tout ça au remontage principalement, ça va potentiellement beaucoup me servir pour les coupes de serrage et un certain nombre de choses. Ne vous habituez pas trop à la présence de cette documentation. Le programme de cette session de bricolage est plutôt simple. On va mettre ce moteur en pièces et espérer trouver clairement ce qui cloche, et en particulier au niveau du cylindre numéro 2 qui nous a sorti 4 à 6 malheureux bars au compressiomètre. Et puis on va tout remonter avec le maximum de pièces neuves et prier que tout ça fonctionne correctement à l'issue. Sachant que c'est la première fois que je passe en revue un moteur de A à Z, je suis pas à l'abri de faire des conneries, mais je fais confiance à la section commentaires de YouTube. On sera au courant. Le démontage de ce 4 cylindres à plat commence évidemment par la dépose de la distribution. On a 2 courroies et 2 tendeurs automatiques, et les poulies sont toutes bien repérées. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de toucher au moteur ancien, vous découvrez potentiellement qu'on peut faire de la mécanique et trouver ça agréable. Malgré toutes les précautions prises avant et pendant la dépose, le moteur fera toujours tout son possible pour répandre le peu d'huile restant dans le gazon sur vous ou sur d'autres surfaces inappropriées. Mais ça ne nous empêche pas d'enfin passer à la dépose des culasses. De ce côté, après avoir desserré ses 6 vis, elle a décidé qu'elle avait envie de rester collée au moteur pour entretenir le suspense de ce que j'allais trouver dessous probablement. Vous voyez ce qui cloche ? Il a eu mal celui-là. J'aurais pas aimé être à sa place. Biseau au piston, là aussi. Un peu moins fort que le cylindre d'à côté, mais costaud quand même. Et chez les voisins d'en face, c'est à peine mieux. Si je dis pas de conneries, il y a un seul piston qui n'a pas été touché par une soupape. Celui-là. Si on oublie une seconde les blessures de guerre des pistons, on peut s'attarder une minute sur l'état des cylindres. On distingue quelques rayures verticales, pas si horribles que ça, pas très profondes ni très nombreuses, par contre, ça brille. Et cet aspect miroir, c'est pas quelque chose qu'on aime voir. En fait, le traitement d'origine comprend une phase de déclassage qui aide à obtenir une bonne étanchéité des cylindres. Là, plus aucune marque de honnage n'est visible. Est-ce que ça peut expliquer nos compressions merdiques ? Possible. Mais je suis quand même curieux de voir à quoi ressemblent les soupapes, si elles ont effectivement reçu un uppercut de piston. Il reste encore une théorie funeste selon laquelle ça a tapé tellement fort,
le piston que la bielle a pu être tordu. Bon, c'est quand même peu plausible, mais on va quand même contrôler que tous les pistons aient la même montée maximum. Voilà. Et la réponse est oui, ils arrivent tous au même niveau, donc pas de bielle tordue. On va tester l'étanchéité de ces soupapes. Si ce que je crois s'est produit, on devra avoir une soupape d'échappement pas du tout étanche. Après, elle semble pas marquée. Je me demande si ça n'a pas déjà été remplacé et si ce qu'on voit là, c'est pas une marque d'une vieille casse de distribution. Parce que ces soupapes là, franchement, elles ont pas l'air d'avoir touché quoi que ce soit. Vu que les soupapes sont quasiment à fleur du plan de joint, on peut pas y verser beaucoup de liquide, mais quoi qu'il en soit, ça a rien démonté de dramatique, donc le problème ne vient probablement pas de là. Par contre, le même test opéré sur le bas moteur, lui, pourrait donner des résultats beaucoup plus significatifs. Bon, bah, a priori, c'est quand même majoritairement un problème de segmentation. Avec l'ATF, ça n'a rien donné, c'était pas suffisamment fluide pour démontrer un souci d'étanchéité, mais là j'ai mis de l'essence dedans. Oh, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. On voit bien la différence entre les deux cylindres. Celui du fond, il n'a pas bougé, rien n'a coulé. Par contre, celui où les compressions étaient moins bonnes, et ben, là on est arrivé au piston, donc c'est vraiment pas bon. Une fois arrivé à ce niveau du démontage, je me suis mis en quête de pièces, ou plutôt j'ai transmis une liste à Alex de chez Autoshop, qui m'a invité à venir faire un tour sur place pour rencontrer l'équipe, découvrir les locaux et revenir avec mes pièces rassemblées à la sueur de son front. Voilà une voiture que vous n'avez pas vue depuis longtemps en vidéo et pour cause, elle roule bien. Et donc je l'utilise. Vous reconnaissez cette route? C'est la fin de la route Napoléon. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin de la route Napoléon? Normalement Nice, si on ne s'est pas planté. Et à Nice, on trouve Autoshop. Donc c'est le partenaire qui a décidé de nous faire confiance pour me filer un max de pièces sur les projets à venir. Et qui m'avait déjà envoyé ce qu'il fallait sur la 325 Ti pour la refaire. On a une bonne météo, je pourrais presque croire que je vais passer quelques jours de farniente en vacances. Mais non. Je bosse, vous voyez là. On y croit. Bonjour. Bonjour. Après cette arrivée fracassante, j'ai pu serrer des mains et enfin voir à quoi ressemblait ce magasin. Yannick, Stéphane, Robin, c'est les vendeurs, Olivier. Après, on a discuté de la manière dont j'allais pouvoir vider leur stock. On fait aussi des bombes de peinture, des bombes d'après, on fait l'outillage. Enfin, on essaie de faire un maximum de choses disponibles, et quand c'est pas dispo, bien évidemment, on commence. Ouais. Mais on fait aussi de la carrosserie. Et puis j'ai profité d'une diversion téléphonique pour regarder une partie des pièces que j'allais ramener avec moi. Bon Alexandre, on a reçu une nouvelle commande. Exactement. Mais c'est pas Jean, ni Mouloud, ni... Non, là c'est Marine. Non. J'ai cru voir une pompe à eau. Exactement. Alors les pompes à eau... C'est celle-là. Un nettoyant vitre. C'est celui-là. Frein filet. C'est pas loin. Le rouge, c'est bien le rouge. Ouais, c'est bon. Elles sont ici. Donc ça aussi, c'est ok. Donc Marine, merci de représenter la jante féminine en mécanique, mais que vas-tu faire avec tout ça? Voilà, c'est bon. C'est expédié quand ça? Cet après-midi, ça partira. Ok, Colissimo maintenant. Ça sera bientôt relais colis aussi, on fait les deux. Bon bah impeccable. Voilà. Merci Alex. De rien. Allez, je vous propose de faire un tour dans le stock pour voir à quoi ressemble l'endroit où sont stockées une bonne partie des pièces que vous recevez si vous commandez chez eux. Ah, et d'ailleurs, pour rappel, on a droit à un code promo dans un style tout à fait générique. Moins 20% pour ceux qui aiment la nudité podale. C'est grand? Ça, ouais, je me dis, oh, c'est bon et tout, machin. On en a pour... C'est de l'espace et tout, là tu laisses plus d'espace du tout. Ouais, ça, j'ai vu là-bas. Tout
ce qui est bras de suspension. Là, on a beaucoup de rétro aussi. Ouais. On fait beaucoup de rétro. Bah, c'est normal, c'est Nice, hein. Voilà, j'allais dire en ville, c'est normal. Nous, alors là, des rétroviseurs. C'est un sacré consommable, on va C'est dire. sympa, hein. Alors, Ouais, ça Nicolas, m'étonne pas. Je te raconte pas. Ouais. Bon, l'équipe Photoshop, je vais vous laisser bosser, hein. Vous avez affaire. On va continuer. Ouais. Il y a des commandes à préparer, je crois. On a vu qu'il Il y en en a rentre. beaucoup, Hein. là. À bientôt. À bientôt. Salut. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas touché à ce moteur. La dépose et le démontage de cette première partie, ça a été assez vite. Et puis trouver les pièces a pas été une mince affaire, donc merci beaucoup Alex. Je sais pas si vous êtes au courant, mais chez les distributeurs conventionnels, espérer trouver des pièces pour faire des moteurs aussi anciens, c'est pas possible. Donc on est obligé de passer par des prestataires comme eux qui font vraiment de la recharge de pièces et qui harcèlent leurs fournisseurs. Là j'avais encore le bas moteur à descendre, donc je vais déjà virer le carter d'huile. Je m'attends à ce que ça soit assez dégueulasse là-dedans, puisque potentiellement ce serait première dépose, mais je suis pas sûr. Comme prévu, ça c'est pas tout à fait la consistance souhaitée pour une huile normalement. La crépine n'est pas trop sale, on a vu bien pire. Faut dire que le tamis est pas du genre très sélectif. Des fois pour ce genre de choses j'aime bien avoir des tailles en pouces, parce que là on voit la différence. Là j'ai du 13 mm, voilà le jeu que ça a, et là c'est du combien ça, du 1,5 pouce, ça bouge quasiment pas. Et quand on est à ce genre de démontage où cette visserie je suis sûr que je vais la réutiliser, je vais pas changer les vis des bielles. On n'est pas en train de monter un moteur de course. Bah là, avec ça, je suis plus confiant pour forcer déjà. Chapeau. Ouais, la question va se poser, est-ce que c'est vraiment intéressant de remplacer ces coussinets de bielle qui ont l'air neufs? Je précise parce que c'est une question qui revient souvent. J'ai pas de formation mécanique et j'ai jamais vraiment travaillé dans l'automobile, et encore moins dans le domaine de la mécanique. C'est juste que, à force d'acheter des bouses et de devoir réparer des trucs sur les dites bouses, j'ai fini par apprendre des trucs. Bizarrement là il nous manque une rondelle. Piston et bielle numéro 2. Après avoir sorti les deux autres, on peut admirer l'état des manetons, aussi beaux que les coussinets qui travaillaient dessus. Maintenant on va pouvoir déposer le vilebrequin, et on en aura fini avec cette mise en pièces du bas moteur. Enfin, pour déposer le dernier palier de vilebrequin, il faut retirer la pompe à huile. Et vu la conception de ce bloc, il va falloir également déposer façade avant et arrière. Oh la vache, oui. On va refaire un régime, hein. Et là, vous allez assister à un tour de magie plutôt pitoyable. Alors, verdict. Tout n'est pas rose et merveilleux en ce monde. Il va me falloir aussi trouver des coussinets pour le vilebrequin finalement. Surtout à cause de ça. Ici il y a eu un petit arrachement de matière.
Et évidemment, ça a fait quelque chose sur la portée du vilebrequin, sur le maneton. C'est numéro 3, celui-ci c'est côté boîte. Ailleurs, ça va à peu près. Rien. Ici un petit peu. Lui, je pense qu'il était dans l'autre sens, donc ça doit correspondre à la marque qu'on a ici. Je vais sortir les coussinets pour voir si on est bien en code d'origine. Mais ouais, il va falloir que je trouve ça. Jusqu'ici, on a fait chou blanc. La cale de jeu latéral, pas marqué, rien. Pour attaquer ce chantier un peu délicat, j'ai fait un peu de place et d'optimisation dans le garage et la machine à pneus qui prend beaucoup de place, j'ai fini par lui faire une rotation à 90 degrés. Beaucoup mieux comme ça et surtout ça me permet d'utiliser maintenant le dégagement du bras principal. J'ai changé de place ma servante et j'étais emmerdé avec les tuyaux d'évacuation, donc ça dépassait de beaucoup la largeur de l'établi. Même pour garer la Stone ici, c'était un peu pénible. J'ai fait un peu de place et de ménage par ici. Et donc on a nos 2 culasses que je vais pouvoir dépoiler maintenant. Je suis pas habitué à de telles conditions de travail. Pour une fois, pour éviter les ennuis, j'ai acheté de l'outillage de qualité. Si vous n'êtes pas coutumier de l'opération, déposer les soupapes demande à compresser leur ressort de rappel pour pouvoir retirer les demi-lunes qui maintiennent le tout en place. D'où la nécessité d'utiliser un peu d'outillage spécifique. Ce modèle a même un marteau à inertie pour pouvoir décoller quand c'est grippé. Globalement, les soupapes sont dans un état plutôt dégueulasse, signe que le moteur, ça fait bien longtemps qu'il tourne mal. On a de la calamine, un peu de rouille. Bon, tout ça est pas désastreux, mais quand on pense que les soupapes ont déjà été remplacées, sans nul doute, on se dit que ça pourrait être quand même sacrément mieux aussi. Bon, quand on voit ça, on se doute bien qu'il y a des soupapes à l'étanchéité imparfaite. Il y en a un certain nombre. Celle-ci est bien. Et sur l'autre culasse, c'est moins pire, mais ça pourrait sans doute être mieux aussi. Et puisqu'on a le tout déposé sur l'établi, c'est le moment de nettoyer les différents filetages. Et après un nettoyage du plan de joint, on va enfin pouvoir attaquer le rodage des soupapes. Ça veut dire aussi qu'on commence à remonter le moteur. Un moment symbolique. Donc voilà, avant rodage. Et après là, on peut espérer que ce soit bien étanche. Pour le coup, c'était plutôt rapide à faire sur cette culasse. Il faut évidemment bien nettoyer avant pour éviter de rayer la tige de soupape. Et ensuite, on débute le rodage, gros grain fin. Et voilà. On tourne. On distingue bien la différence de tonalité qui indique que tout le grain s'est déposé ailleurs que là où on voudrait qu'il soit. Et donc, il n'y a plus qu'à en remettre à recommencer un certain nombre de fois. Et voilà les différences que ça fait sur la dernière soupape et siège à l'admission. Elle est magnifique celle-ci. Car une soupape d'échappement bien dégueulasse. Ça devrait être plus étanche comme ça. Traîner, turbulence, enfin voilà, c'est choses qui nous échappent. Allez, on va pouvoir les remettre en place et avant on a quand même 2 queues de soupape à installer, en neuf évidemment, côté admission uniquement. Et n'oubliez pas, avant de mettre en place le joint de queue de soupape, il faut bien penser à mettre la rondelle d'appui. Sinon après on se sent un peu con.
Après avoir réinstallé toutes les soupapes, on peut contrôler le jeu pour savoir quel genre de pastille on va devoir commander. J'ai enlevé la cale du poussoir correspondant au cylindre 4 dont je vais remonter le poussoir. Cylindre numéro 3 maintenant. Celui-là il a 3,85. Maintenant que je connais l'épaisseur des différentes pastilles en place, je vais savoir lesquelles il me faut pour pouvoir compenser les jeux qui seraient hors tolérance. Évidemment, il faut pas oublier que tout ça est à réitérer de l'autre côté également. Allez, une dernière soupape à nettoyer. Ça va, c'est bien fait? Apparemment, il vaut mieux pas en parler. Celle-là aussi est passée par la phase de nettoyage obligatoire. Vous vous souvenez de ce goujon? C'est celui qui nous avait fait chier pour la dépôt du support de carburateur. Un des potentiels problèmes qui pouvait expliquer le manque de compression. C'est peut-être ces cylindres complètement glacés. Donc j'ai un rodoir et on va essayer de les déglacer pour voir si on arrive à récupérer un aspect un peu meilleur. Finalement, l'aspect usine, on le retrouve en bas des cylindres. Je peux vous montrer. Voilà, c'est ça. Cross-hatching, comme on dit. Moi, j'ai un peu progressé dans la manière de roder, je pense. Donc j'ai ralenti la vitesse et surtout accéléré le mouvement de va-et-vient. Et là, ça me paraît mieux au niveau croisement des rayures. Toutes les rayures que j'avais vues n'ont pas disparu. Mais au passage de l'ongle, ça accroche pas en fait. Donc je serais tenté de dire que ça devrait faire l'affaire. Après ça, j'ai contrôlé le jeu à la coupe des vieux segments et puis ceux des segments neufs pour voir ce que ça donnait en termes d'usure. Et ben les vieux segments avaient plus d'1 mm de jeu à la coupe, ce qui est énorme parce que la tolérance maximum c'est 0,5 sur ce moteur. Malheureusement, les segments neufs étaient pas parfaits non plus, j'ai mesuré 0,6 mm, ce qui est pas formidable. Donc là j'ai croisé les doigts très fort et j'ai continué à remonter des pièces neuves comme ici les joints speed du broquin. Et pour les petites rayures du vilebrequin, je m'en suis occupé avec du papier de verre. Si je me souviens bien, 800, 1200, 2000 pour avoir un aspect propre. Et sur eBay, j'ai trouvé un jeu de coussinet pour vilebrequin, du NOS comme on dit, New Old Stock, dans le petit carton Alfa Romeo. Ce qui a été un gros coup de chance, parce qu'il me fallait cette code d'origine précisément, et c'était pas facile du tout à trouver. Si vous vous demandez ce que c'est que ce spray, ça vient de chez Racing Lube et c'est de la graisse d'assemblage, très pratique pour ce genre de chantier. Maintenant on va pouvoir s'occuper des pistons et de la segmentation avant de remonter le tout dans le bloc.
J'ai pas voulu les remonter avec les grosses marques saillantes des soupapes qui avaient précédemment touché, donc j'ai passé un coup de Dremel pour affiner tout ça. Et voilà mon premier jeu de segment remonté sur le piston. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait que je vous le montre en gros plan à la caméra. Allez, il est temps de remettre tout ça là-dedans, ça prendra moins de place que sur l'établi. Voilà, tous les chevaux sont rentrés à l'étable, enfin, j'espère. La pompe à huile aussi est en place, je peux remonter le carter d'huile avec un joint neuf. Allez, joint de culasse. Qu'est-ce qu'on met avant de poser un joint de culasse? Rien du tout. Ni canette, ni joint. Le joint de culasse. Avant de se dévouer corps et âme pour le montage de la distribution, il y a une petite autre pièce à installer. Et justement, la pompe à eau introduit bien le sujet du système de refroidissement et de ces nombreuses pièces en aluminium qui n'ont pas aimé le liquide laissé sûrement trop d'années dans ce moteur. Comme vous pouvez le constater, ça a bien bouffé les différentes pipes et je vais devoir prier que ça fuit pas dans tous les sens à la mise en eau. Ah, et ce thermostat, c'est un autre sujet intéressant. Habituellement, c'est la pièce qu'on remplace à chaque fois qu'on vide le circuit, déjà parce que ça coûte presque rien et parce que ça évite de sacrées emmerdes. Sauf que la pièce est épuisée depuis quelques années et que les quelques thermostats neufs qui traînent à vendre s'échangent contre 300 € ou plus. Autant dire que je vais m'empresser de remonter celui-là et m'estimer heureux s'il reste bloqué ouvert. Ok, allora per gli amici italiani che guardano questa video qui, cambio la 5 di distribuzione. Voilà, c'était une vaine tentative de diversion pour éviter que vous vous concentriez trop sur le carter de distri dont j'ai eu la flemme de décaper et repeindre l'intérieur rouillé en surface. Comme le tendeur côté passager n'est plus disponible en neuf, j'ai demandé à Alex de me fournir 2 conducteurs dont je vais simplement transférer le galet sur mon ancien tendeur. Et voilà, après quelques tours moteur et un délestage des tendeurs, on en a fini avec ça et je peux finir leur montage. On voit le bout et maintenant la pression commence à monter pour savoir si j'ai bien bossé. Ouais, j'ai réglé le problème géométrique, mais ça fonctionnait pas pour le moteur de la DB7 par exemple.
Allez, je vais réutiliser l'artifice mécanique pour éviter de mettre de la musique, c'est la même chose de toute façon. Et pour répondre à certains commentaires de la dernière vidéo à son sujet justement, pour un prochain tour filmé avec le DB7, aucun problème, avec grand plaisir. Avant d'assembler boîte et moteur, c'est bien de mettre l'interface entre les deux. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas la butée d'embrayage. Mais il y est. Mais regardez, ils sont sympas. Ils m'indiquent que c'est bien côté boîte. Et ils me connaissent parce que moi je suis pas du genre à faire ce genre d'erreur. Les pions. Comme ça. Pour monter ce style en bloc, j'avais sorti l'artillerie lourde et visiblement ça a eu un impact psychologique sur le principal concerné, donc il s'est installé tout seul, sans se faire prier. Ah, pas trop dur. En plus de la simplicité à bosser dessus qui rend toutes les opérations plutôt agréables, c'est assez joli comme moteur. Et puis il a une meilleure tronche qu'avant, non ? Voilà, là je me demande si j'ai rien oublié de faire avant de commencer vraiment à installer le moteur boîte dans la caisse. Ok, donc j'ai dû arrêter la vidéo à ce moment parce que je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais il y avait de l'orage qui arrivait. Donc on est le lendemain et je vais continuer maintenant, mais j'ai plus le temps de poursuivre en vidéo. Donc je suis désolé, la tentative de démarrage ce sera pour l'épisode suivant. J'en profite pour vous parler de 2-3 trucs. Certains d'entre vous qui ont l'habitude de faire ce genre d'opération mécanique savent qu'en principe sur un moteur ancien et sur lequel on n'a pas su vraiment définir quel était le gros problème de manque de compression, on l'emmène chez un usineur ou une société qui fait des contrôles moteurs et puis ils font de la métrologie pour savoir si les cylindres sont hors côte, s'ils sont ovalisés et éventuellement s'il faut usiner. J'ai bien conscience de tout ça, mais ça a un prix. Surtout s'il faut réusiner et surtout ça a des conséquences sur les pièces qu'il faut trouver puisqu'il a fallu également, si le moteur était concerné par ce souci, trouver des pistons en côte de réparation, des segments en côte de réparation et là déjà c'est compliqué de se les fournir et puis quand on les trouve c'est cher à la fin. Il ne faut pas oublier que ces voitures là valent strictement rien. Donc je tente le coup, on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même bon espoir que ça fonctionne bien parce que j'ai vu que les segments ils étaient complètement morts et qu'il y avait 2-3 trucs un peu moyens que j'ai finalement arrangés, enfin j'espère. Tu veux quoi toi? Donc à la prochaine. Ciao. On y va?